Merci à tous et bienvenue à notre deuxième webinaire et en particulier tout ce qui concerne la sécurité et comment dirais-je, prospérer en toute sécurité, promouvoir la santé et des droits des adolescents. La division Santé mondiale du Centre de recherche pour le développement international. Aujourd'hui, je serai coprésident du webinaire au côté de ma collègue Marie-Glorieuse Ingabire qui se joindra à nous plus tard. I would like to first and foremost acknowledge that IDRC's head office. Tout d'abord, eh bien, nous sommes situés, eh bien, nous sommes donc situés au Sénégal et nous avons donc la possibilité d'interagir avec vous. « 70 millions de filles et de femmes en vie actuellement, soit une femme sur 8 ont subi un viol ou une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, d'après de nouvelles estimations de l'UNICEF rendues publiques aujourd'hui. Gender-based violence and sexual reproductive health and rights are Et donc, tous ces thèmes sont interconnectés, y compris dans cet aspect, et ce sont 39% de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Jusqu'à 95% de filles dans certains pays subissent de mutilations génitales. Plus de 70% de femmes déclarent subir de violences domestiques et plus de 90% sont victimes de harcèlement sexuel. Dans les zones de conflit, les violences sexuelles sont largement répandues en tant qu'armes de guerre. These are human rights violations, and they're severe. Ce sont des violations des droits de l'homme et qui vont évidemment avoir un impact global sur l'éducation, sur la vie de ces jeunes filles. Et il s'agit de voir un petit peu tous les axes qui peuvent être développés dans le cadre de la violence basée sur le genre, mais aussi de développer tout ce qui concerne la contraception, l'aide à ces jeunes filles et aussi d'avoir tout le secteur qui travaille sur ça, donc la violence basée sur le genre, et avoir beaucoup plus d'aspects dédiés à la santé et droits sexuels et reproductifs. Et donc, voilà, nous devons gérer tous ces problèmes et avoir des solutions.
Et donc, nous avons donné la priorité à cela, y compris par rapport à ces services dont je parlais. Et nous avons eu aussi l'anniversaire sur le développement et disons, le 30e anniversaire du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD. Le CRDI a lancé une série de webinaires sur l'intersection entre les VBG, donc, et les DSSR en Afrique centrale de l'Ouest. D'ensemble du portrait régional de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescentes et des violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Les conférenciers ont discuté des principales données probantes, des défis et des opportunités pour faire progresser la santé et les droits des adolescentes et mettre fin aux violences basées sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Nous partageons le lien de l'enregistrement dans le chat et si vous souhaitez regarder ou écouter l'enregistrement. This second webinar is taking place. Ce deuxième webinaire a lieu aujourd'hui et on se concentre sur tout ce qui concerne en fait les stratégies, le rôle de la recherche-action, la recherche transformative du genre dans l'élaboration des stratégies pour lutter contre la violence liée au genre. Pour le CRDI, la recherche et l'approche transformative du genre vise à remettre en question les barrières structurelles, les normes sociétales, culturelles qui perpétuent l'inégalité entre les sexes. Et d'ailleurs, elle favorise le changement structurel, l'intersectionnalité et la participation inclusive, et ce, en se concentrant sur l'équité entre les sexes à long terme. Cette approche eh bien, s'attaque aux causes profondes des disparités, favorise des résultats durables et équitables en matière de santé. Ce type d'approche met l'accent sur la création de connaissances inclusives afin d'éclairer les politiques fondées sur des données probantes. Aujourd'hui, eh bien, on va se concentrer sur ces points principaux. Tout d'abord, nous avons l'exploration de la manière dont la recherche transformative et la recherche action de haute qualité peut éclairer les interventions fondées sur des preuves pour faire progresser la santé et les droits des adolescents et mettre fin à la violence fondée sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. 2, on va partager les stratégies et les bonnes pratiques en termes de recherche, mais aussi de plaidoyer, d'engagement politique qui ont contribué à lutter contre la violence liée au genre et à faire progresser la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents en Afrique centrale et de l'Ouest. Troisièmement, nous allons également discuter de ces leçons tirées et des défis rencontrés par la recherche, les organisations de base, le secteur de la santé, les acteurs politiques dans la mise en œuvre de l'intensification d'interventions efficaces pour les VBG et la SRD des adolescents en Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, pour parcourir ces objectifs, nous commencerons par une petite vidéo de 5 minutes qui se concentre sur l'autonomisation des jeunes filles au Togo par le biais de l'éducation sexuelle. Ensuite, nous aurons un panel de discussion avec 2 séries de questions avec 5 experts invités, suivis d'une session de questions-réponses et de quelques remarques finales. Alors, eh bien, nous pouvons commencer et apprécier ce court-métrage. Bonne vision. Il est important pour moi de rester en contact avec la culture Temberma pour bien comprendre, pour mieux connaître comment nos anciens vivaient et pouvoir moderniser ça de nos jours. C'était à l'âge de 17 ans, en classe de seconde, que j'ai rencontré un gars. Jusqu'à je suis tombée enceinte. Cela m'a beaucoup énervée. Je ne pouvais pas continuer les classes.
quand j'étais tombée enceinte. En lisant les visages des gens, j'avais perdu toute la valeur pour la communauté. Mes camarades de classe m'ont tous abandonné. Ils ne veulent même plus apprendre avec moi, même marcher ensemble. Bien qu'une partie de la communauté m'a abandonné, mes parents ont été un soutien pour moi. Ils m'ont soutenu à continuer bien les classes et oublier les ondits. Une des personnes qui m'aide dans la communauté est Madame Baliba Pati. Elle m'a aidé à travers ses sensibilisations à l'école, m'a aidé à prendre conscience et être la meilleure de la classe. J'accompagne l'équipe, l'association togolaise pour le bien-être familial, à sensibiliser les jeunes par rapport à la prévention des grossesses précoces. La TBF apprend aux jeunes à se protéger, par exemple l'abstinence sexuelle, des rapports sexuels protégés à travers beaucoup de méthodes. Concernant les grossesses précoces, surtout en milieu scolaire, vraiment ont beaucoup d'inconvénients sur la personne. Il y a la honte, l'abandon des classes et discriminé dans notre communauté. Également, c'est une perte dans la société puisque les femmes jouent un rôle très important dans notre communauté. C'est elles qui s'occupent de l'éducation des enfants, la santé des enfants et contribuer au développement de notre pays. À travers les sensibilisations, les leaders communautaires, tout le monde se donne pour sensibiliser les jeunes dans la communauté. Alors, lorsqu'on parle de planification familiale, les problématiques de grossesse précoce sont très alarmantes. À l'âge de 12 ans, j'ai connu le mouvement d'action des jeunes, où les jeunes filles de mon âge sont confrontées à des grossesses et à des mariages précoces. De la santé de la reproduction, tu as une idée de ce que c'est? Non. La responsabilité en éducation sexuelle incombe à la fois l'homme et la femme parce qu'ils sont des acteurs cruciaux dans la vie des enfants. Nous avons espoir qu'un jour, ce phénomène va cesser et nous aurons des femmes battantes qui auront à occuper des grands postes et ça va éviter la pauvreté et il y aura la paix, la cohésion sociale dans notre communauté. Si je ne continuais pas les études, je devais devenir une charge pour mes parents et je ne saurais comment les aider dans le futur. Et les études de l'enfant. Mon rêve est de devenir une sage-femme. Après le lycée, je vais continuer mes études pour devenir une sage-femme. Thank you very much, Catherine, for projecting the film. Catherine, comme vous avez pu le voir, eh bien, c'est toute une série de rêves que ces jeunes filles ont et qui ne peuvent pas, comment dirais-je, être gérées vu la situation et vu qu'elles, voilà, il faut protéger ces jeunes filles. Donc j'espère que vous avez compris l'importance de ces initiatives pour transformer la vie de ces jeunes filles, comme c'est le cas de Pauline. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est bien sûr de prendre en considération toutes les communautés, donc chaque jeune fille, toutes les communautés et bien sûr tous les pays pour pouvoir gérer toutes ces situations. Alors maintenant, il est temps de commencer notre table ronde. Ramata, Tiuni, Francine, Cindy Caillot, qui sont les modératrices, eh bien, elles vont toutes les deux, en tant que responsables du CRDI, eh bien, basées au Sénégal, et aussi spécialistes du programme, basé donc à Dakar. Alors, ce sont des expertes, naturellement, pour parler de cela et de ces thèmes. Ramata, c'est à vous. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK.
Merci beaucoup, merci Montasseur. Je vais maintenant demander à nos panélistes, nos très chers panélistes, de bien vouloir allumer leur caméra. Et je suis vraiment très enthousiaste à vous présenter, chers panélistes de marque. Les caméras sont on. Merci beaucoup, merci. Donc, je vais commencer par la présentation de nos panélistes par Fabienne Ina-Grant Sagna. Fabienne serves as a senior nursing officer and principal. S'occuper des fonctions senior nursing officer, principal health research officer au ministère de la Santé au Gambie. Et vous êtes aussi l'investigatrice principale d'un projet de recherche financé par le CRDI et intitulé Renforcer l'accès à une éducation sanitaire complète et de qualité parmi les adolescents scolarisés et non scolarisés en Gambie. Bienvenue. Je vais présenter maintenant notre cher panéliste, Dr Jacques Emia. Et Dr Emia est fondateur de l'Institut de recherche sur la population et la santé en République démocratique du Congo. Et il est conseiller en dynamique de population et politique au Fonds des Nations Unies pour la population, au Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il représente aujourd'hui le projet financé par le CRDI intitulé « Déterminants socioculturels de la violence sexuelle et du mariage d'enfants en République démocratique du Congo ». Docteur Emia, bienvenue à ce panel. Je m'avais présenté maintenant Docteur Nathalie Sawadogo. Nathalie est enseignante, chercheur, maître assistante en démographie à l'Institut supérieur des sciences de la population, ISSP, de l'Université Joseph Kizerbo. Elle a été chercheure principale d'un projet financé par le CRDI intitulé « Répondre aux violences sexuelles envers les adolescents et les adolescentes au Burkina Faso pour le respect de leurs droits sexuels et reproductifs ». Chère Nathalie, bienvenue. Docteur Marie Atem, bienvenue également. Marie Atem est directrice du Centre international de recherche et de formation avancée, ICART, associée à la Fondation Panzi, fondée par le professeur Denis Mukwege, que nous connaissons tous, qui est le prix Nobel de la paix en 2018. Elle a été professeure titulaire à l'École de santé publique Université de Montréal et directrice de l'Observatoire IGIA pour soutenir l'autonomisation des femmes francophones en santé et responsable du programme de bourse de la reine Elisabeth pour le renforcement de la recherche en santé des femmes à la CEDEAO et RDC. Cher docteur Atem, bienvenue. Maintenant que les présentations sont faites, il me fait plaisir de demander à nos panélistes de s'apprêter pour partager leurs perspectives. Nous avons quelques questions qui vont guider les conversations. Nous allons commencer avec premier tour de questions et chacun de nos panélistes pourra partager ses points dans une durée maximum de 4 minutes, et ceci afin que nous puissions couvrir tous les sujets prévus et assurer et également permettre une certaine interaction avec le public. Ma toute première question va naturellement à Fabienne Ina-Grant Sagna. Fabienne, could you please describe the strategies your research project used to strengthen... S'il vous plaît, décrire les stratégies utilisées par votre projet de recherche pour renforcer l'accès à une éducation sanitaire complète et de qualité auprès des adolescents en Gambie, s'il vous plaît. Eh oui, merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Alors, en fait, quand on parle de renforcer l'accès à l'éducation sanitaire complète en Gambie, en fait, eh bien, il y a un accès limité à ce type de droit et on a toute une série de cadres d'intervention et donc on a environ 3%
de la population et 5% qui a environ 25 ans. Et donc, c'est une recherche qui met en exergue tous ces points, c'est-à-dire qu'on a l'implication de la République de Gambie qui a lancé ce projet avec les différents ministères, le ministère de la Santé, mais aussi les communautés, n'est-ce pas, des étudiants. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? En fait, on a fait une cartographie dans différentes écoles où on a sélectionné, n'est-ce pas, ces étudiantes et on a du coup, après avoir fait cette cartographie, eh bien, on a pu collecter les données, on a analysé aussi tout cela avec les parties prenantes. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a sélectionné des écoles et dans chaque école, on a encore une fois sélectionné des étudiants qui étaient tous dans différents parcours. C'était des écoles publiques, des écoles privées aussi. Et donc, globalement, qu'est-ce que l'on peut dire de toutes ces écoles? Bon, on a environ 1450 étudiants qui ont participé à cette recherche et 3 de chaque école et aussi avec la possibilité de rentrer dans le vif de la recherche. Et donc, on a aussi divulgué cette recherche, pas que dans les écoles, figurez-vous, on l'a fait aussi durant les assemblées, évidemment, des écoles, et avec les professeurs, on a invité, n'est-ce pas, le corps enseignant à comprendre ces aspects de la recherche, et voilà, y compris le ministère de la Recherche, qui a pu, évidemment, écouter ce qui avait été vu. Et aussi des leaders culturels qui sont impliqués dans ce travail de divulgation, mais aussi des membres de la communauté et puis des adolescents avec des assemblées globales. Et donc, on a pu atteindre pas mal, évidemment, de jeunes, mais également des journalistes. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'était de pouvoir disséminer, impliquer le plus de personnes possible. Et puis, on a voulu voilà, protéger, n'est-ce pas, toutes ces données et en particulier quand on parle de ces thèmes qui sont délicats. Et donc, globalement, ce sont des points clés, cruciaux pour les écoles. On a créé des partenariats aussi pour créer des interactions, la faisabilité aussi de ces programmes et la possibilité de comprendre ce dont on avait besoin. Et donc, en fait, les communautés ont été sensibilisées à ce type de projet, ce type de thème. Comment on a utilisé cela? Alors, on a finalement incorporé tous ces résultats. On a été voir les écoles, on a donné à chaque école un thème de recherche. Et donc, tout ce qui concerne, par exemple, les violences de genre, les violences sexuelles, les grossesses précoces, bref, on a traité tous ces points. Et donc, du coup, chaque école a eu un thème. Et ils ont organisé, comment dirais-je, un scénario qui a permis finalement de mettre en exergue tous ces thèmes, si vous voulez, de créer une sorte de pièce de théâtre avec un vrai script à la base pour vraiment mettre en lumière tout ça. Et puis, on a eu un monitoring complet de cela, donc on a contrôlé ce qui était fait pour voilà, donner l'opportunité d'apprécier l'aspect global de ces thèmes dans les écoles, si vous voulez. Donc, alors c'est vrai qu'en Gambie, on a cet aspect global parce que en fait, on a traité tous ces thèmes dans les écoles et on a aussi donné des définitions à tout cela. Alors oui, c'est quelque chose de global, oui, c'est quelque chose qui a permis de renforcer la connaissance de cela et chacun est impliqué. Donc chacun de ces acteurs a pu apprécier ce travail de recherche. Et d'autre part, on a aussi dans le cadre justement du pays, des ministères, apprécier cela, n'est-ce pas, qui a été fait dans le cadre de la CRDI. Et donc, voilà pourquoi on a pu petit à petit comprendre qu'un travail de collaboration était important, un travail collégial qui allait inclure les institutions, les ministères, le ministère de l'Éducation, évidemment, les professeurs aussi. Donc, en fait, on a pu incorporer tout cela dans une vue continue pour parler de ces thèmes tellement importants et combien dans le système, si vous voulez, de formation, de système de l'école, c'était important. Donc, on a utilisé cette approche du bas vers le haut. Et ça a été
tout à fait fondamentale parce que tout le monde a été impliqué, tout le monde a apprécié ce type de cartographie qui a pu mettre en exergue clairement les points pour aussi amplifier, si vous voulez, la divulgation de ces thèmes. Voilà, alors on a aussi utilisé cette stratégie quand on parle de tout ce qui concerne la situation, y compris régionale, n'est-ce pas, en Gambie. Donc voilà, j'en ai fini pour ma petite présentation. Et oui, merci beaucoup, merci à vous, merci Fabienne, et merci de ces informations qui étaient tout à fait claires. Demander au docteur Jacques Emia, comment votre démarche de recherche a-t-elle contribué à cerner les déterminants socioculturels de la violence sexiste et du mariage d'enfants en République démocratique du Congo? Encore en 4 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, madame. Je suis monsieur Emina, Jacques. Merci pour la question. Bon, cette recherche, c'est une recherche qui est encore en cours. Nous avons adopté 7 stratégies pour faire de cette recherche, les résultats de cette recherche puissent bien lutter ou bien améliorer les conditions de vie de jeunes filles. Alors, la première stratégie, il s'agit d'une recherche mixte. Nous avons combiné les approches quantitatives pour quantifier l'intensité des phénomènes étudiés, les mariages des enfants et les violences, les différents types de violences, les quantifier en termes de pourcentage de prévalence, mais aussi identifier les déterminants. Mais aussi, nous avons pu utiliser les approches qualitatives à travers les interviews individuelles et les interviews, les discussions de groupe, pour pouvoir aller au-delà de ce que les chiffres expliquent. Donc, pour ça, nous avons dû, qui va permettre de comprendre le pourquoi de certains mariages précoces, le pourquoi et le comment de certains faits. Nous avons utilisé les approches qualitatives. La recherche a commencé par la cartographie des interventions et la discussion avec plusieurs parties prenantes, ainsi que la revue des politiques et des programmes qui existent dans le pays. Donc, on a fait une recherche documentaire pour identifier où se trouvent les interventions et pour qu'après, ça puisse servir. La troisième chose, c'est une approche participative qui implique plusieurs parties prenantes de presque tous les secteurs. Il y a les ONG, les organisations des Nations Unies, les membres de la société civile. Pourquoi? Dès le début du projet, pour discuter la méthodologie, se mettre d'accord avec eux, pour discuter du questionnaire, est-ce qu'ils sont d'accord avec ces questions? La population cible, on a organisé une réunion avec les parties prenantes qui a permis de rectifier les tirs et avoir des résultats qui seront encore discutés avec les différentes parties prenantes, dont les membres du gouvernement aussi. Donc, c'est mettre d'accord sur la méthodologie. Ensuite, nous allons utiliser les techniques d'analyse pointues et adaptées aussi qui ont des sens politiques, pas nécessairement statistiques et scientifiques, mais aussi qui peuvent renseigner les politiques pour, par exemple, identifier quelles sont les populations les plus vulnérables et permettre de faire les interventions ciblées. On va aussi faire la triangulation entre ces différentes approches, donc les données et les résultats des approches qualitatives avec des méthodes quantitatives et les résultats de la cartographie, les discussions avec les parties prenantes. On va faire la triangulation de tous ces résultats pour avoir une vue holistique des résultats et de la situation. Bien intervenir en ayant un point de vue global. Enfin, l'équipe de recherche est pluridisciplinaire. On a dans l'équipe démographes, il y a des sociologues, il y a les spécialistes du genre, il y a des juristes,
Et il y a les avantages, il y a les inconvénients, puisque ça prend parfois beaucoup de temps pour les discussions. Mais voilà, pour que l'étude soit vraiment pluridisciplinaire, nous avons aussi tenu compte de ces différentes approches. Et ça, et voilà, il y a une étape que je n'ai pas soulignée. Et nous avons commencé par les analyses de données secondaires, les données qui existent, notamment les données des enquêtes démographiques et de santé, qui nous ont permis de voir déjà certaines tendances et raffiner notre questionnaire en fonction des limites que nous avons trouvées dans les données qui existent. Voilà en résumé ce que je peux dire. Merci beaucoup, Dr Emina. Je m'en vais maintenant peut-être donner la parole à Dr Nathalie Sawadogo. Nathalie, juste nous dire en 4 minutes. Allô? Oui, je vous entends bien. Juste nous dire en 4 minutes, comment avez-vous utilisé la recherche pour identifier des réponses satisfaisantes aux violences sexuelles envers les adolescents et les adolescentes au Burkina Faso? Et dans quelle mesure une stratégie différenciée selon le sexe a-t-elle été intégrée? Ok, merci Ramata et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de participer à cet échange. Et alors, je voulais d'abord rappeler que le projet dont je parle en fait, s'est déroulé dans une des régions du Burkina Faso, à savoir la région du sud-ouest, et précisément dans une des provinces, qui est la province de la Bougouriba. Et l'objectif global, c'était d'identifier, de formuler un modèle de réponse efficace aux violences sexuelles envers les adolescents, garçons et filles. Alors, l'équipe du projet, elle était, pour rejoindre un peu la pluridisciplinarité évoquée par Jacques tout à l'heure, elle était composée de chercheurs et d'acteurs dans le domaine de la santé et de la reproduction. Et la structure communautaire qui nous a accompagnés justement en étant une experte dans le domaine des interventions, c'est la communauté d'action pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive au Burkina. Alors, pour répondre à la question, je voudrais peut-être mettre en avant 2 stratégies que nous avons utilisées pour nous assurer non seulement que la recherche soit pertinente, et qu'elle soit aussi efficace pour arriver à effectivement faire une différence dans la réponse par rapport aux violences sexuelles envers les adolescents. Et un élément essentiel à retenir d'abord, en plus de ce que Jacques vient d'évoquer par rapport à son étude, c'est l'approche mixte qui permet autant de mesurer, de quantifier les phénomènes que d'aller en profondeur dans les investigations pour essayer de les comprendre et de comprendre les sources, surtout en termes de normes et de représentation sociale, parce que tant qu'on ne s'attaque pas aux racines du problème, c'est difficile de parvenir à une vraie transformation. Alors, un atout essentiel d'abord, c'est le fait que l'étude a été une recherche-action. Je dis a été parce qu'elle s'est déroulée de 2019 à 2023. Alors, ça a été une recherche-action et cette formule-là a permis de pouvoir mener une étude de base pour d'abord réaliser le diagnostic de la situation, ensuite utiliser ces résultats pour identifier les actions à mener, réaliser l'intervention et ce qui a permis de l'évaluer et de commencer déjà à voir des premiers, non seulement comment les résultats pouvaient être utilisés, mais aussi comment est-ce qu'ils pouvaient commencer à améliorer la situation. Et je vais juste évoquer 2 leviers essentiels que nous avons utilisés, à savoir l'approche participative et la prise en compte des spécificités de genre. Par rapport à l'approche participative, étant donné que nous travaillons dans un domaine très sensible qui peut susciter des blocages, des résistances, des inquiétudes, aussi bien au niveau de la population générale qu'au niveau des répondants, des participants directs à l'enquête ou de certains groupes, il a fallu prendre le temps, et effectivement, cela prend du temps, il a fallu prendre le temps de mener d'abord une cartographie des acteurs pour bien les identifier et de pouvoir rassembler, parler avec tout le monde
en partant des acteurs institutionnels au niveau national, au niveau régional, au niveau provincial, et de s'assurer d'avoir l'accompagnement des premiers responsables de la province et de pouvoir associer toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau communautaire, religieux, coutumier, au niveau des organisations de femmes, de jeunes, des parents, du monde de l'enseignement, du monde des activités informelles et ainsi de suite. Et cette approche-là nous a permis effectivement de faciliter la collecte des données, parce que c'était la première collecte de données du genre dans le pays sur un sujet aussi sensible que les violences sexuelles, les viols, et pour un public particulièrement vulnérable comme les adolescents, mais aussi de pouvoir, une fois qu'on avait nos résultats, de faire en sorte qu'on ait un processus de co-création entre tous les acteurs qui avaient été mobilisés. Et ce sont eux-mêmes qui ont défini le plan d'action qu'il fallait mettre en œuvre à partir des résultats de l'étude. Et ça a permis effectivement d'avoir une activité qui est pérenne, pour laquelle ils ont même mobilisé des ressources endogènes et qui continuent à fonctionner même après la fin du projet. Et le deuxième aspect, c'est le fait de prendre en compte les spécificités de genre, à la fois dans la recherche, dans l'identification des cibles et dans la mise en œuvre des activités pour être sûr de n'oublier personne. Bien sûr, en tenant compte aussi des sous-groupes les plus vulnérables. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment. On pourra revenir sur les détails au besoin. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup pour ce partage. Nous allons maintenant nous tourner vers Dr Marie Atem. Docteur, nous voulons vraiment que vous partagez avec nous en 4 minutes comment votre recherche peut-elle contribuer à promouvoir la santé de la reproduction des adolescents et des adolescentes. Merci. Merci pour la parole. Donc, la première étape pour élaborer un plan d'action pour des services de promotion de la santé et droits sexuels des adolescents, c'est l'évaluation des besoins, comme l'a mentionné d'ailleurs ma collègue, suivie par l'analyse de la situation et l'établissement des priorités, objectifs puis méthodologies. Donc, l'évaluation des besoins, encore appelée analyse des besoins ou état des lieux, prend la forme de recherche-action. La recherche offre les faits, les évidences portant sur la réalité que vit la population concernée par l'étude, soit les adolescents, adolescentes, et ce, pour mettre en place des interventions adaptées à leurs caractéristiques et à leurs besoins. Ces faits sont développés par la recherche et doivent permettre de faire le point sur différents aspects, dont le contexte de vulnérabilité des adolescents et adolescentes en matière de droits, santé sexuelle et reproductive, par exemple, les changements corporels associés à toute forme de vulnérabilité pour les filles donnant lieu à des mariages forcés, aux relations sexuelles non consenties, des grossesses non désirées, etc. Pour les garçons également, ça donne le risque de VIH, le risque socioculturel face à une grossesse non désirée. Les faits doivent porter sur les obstacles dans l'accès à l'information et aux soins de santé reproductive, aux lois et politiques nationales qui peuvent entraver l'utilisation et la prestation des services, ainsi que les normes socioculturelles, la pression d'avoir des enfants, les inégalités de genre, la stigmatisation, etc., qui sont autant d'obstacles à l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive par les adolescents. La collecte de données ou l'analyse des besoins doit faire le point sur la défense de la santé et les droits des adolescents, en passant par l'accès à une éducation sexuelle complète, par des conseils en matière de planification familiale, et également cette collecte doit permettre aux jeunes de s'émanciper pour qu'ils connaissent leurs droits et les façons de valoir, comme le droit de retarder leur mariage ou de refuser des avances sexuelles non désirées. La collecte fait le point sur les services adaptés aux jeunes, comment l'offre de services de santé holistique et adaptée aux jeunes peuvent donner la disponibilité de points de service, l'accès universel à des informations correctes en matière de santé sexuelle et reproductive, la qualité des services disponibles pour les adolescentes, les moyens de contraception sûrs, les conseils attentifs, les soins obstétrico-prénatals, la prévention et la gestion des IST. Et enfin, faire le point sur la mise en place des services efficaces et démontrer ce qui fonctionne ou pas pour les adolescentes, comme la formation ponctuelle des prestataires des services, la formation initiale et continue, la supervision formative de ces ressources, les interventions visant l'amélioration de l'accès à la qualité des services, l'impact des services complets d'éducation sexuelle pour le VIH, SSR,
la sensibilisation, l'approbation et le soutien pour les services nécessaires aux adolescents, les prestataires, parents, tuteurs, leaders religieux et communautaires, et enfin les déterminants sociaux, les facteurs structuraux tels que la pauvreté, l'accès à l'éducation et les inégalités de genre, les relations interfamiliales et la violence. Sur la base de cette collecte de données, les interventions peuvent être développées. On peut réaliser quelles sont les interventions qui existent déjà, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent moins bien, celles qui peuvent être mises à échelle ou celles qui peuvent être développées pour être mises à l'échelle. Toute une analyse sociopolitique pourrait suivre cette démarche-là, mais on pourra en parler par la suite. Nous avons réalisé une telle étude récemment à Panzi, donc à partir du centre de recherche ICAR dans la région du Sud Kivu, et nous allons l'implanter prochainement au Burundi. La recherche est développée dans le cadre d'un projet financé par Affaires mondiales Canada et réalisée dans le cadre du projet Tumaini pour la santé et droits des femmes, adolescentes et enfants. La collecte de données a apporté à utiliser différentes méthodes. Donc, on a utilisé les entretiens semi-structurés, les groupes de discussion, les analyses documentaires et les observations de pratiques dans les milieux. Différentes sources ont été rejointes au niveau administratif, étatique, institutionnel, communautaire, les prestataires, les bénéficiaires, les femmes, les hommes, les filles et les garçons. Donc, les filles et les garçons étaient une population, une sous-population à l'étude dans le cadre de l'analyse dans les établissements participants de 4 régions du Sud Kivu, entourés par la communauté et les bénéficiaires qui entourent les établissements qui donnent les soins. Alors, la diapo qui présente les différents thèmes qui sont abordés dans les questionnaires, qui donnaient lieu à des questionnaires assez étoffés, qui étaient déjà très porteurs de questions dans la communauté et dans les enquêteurs, parce que c'était trop, mais il fallait couvrir tous les thèmes qu'on vient de mentionner, tels que la perception de la situation des droits des filles et des garçons dans le milieu, pour les filles et les garçons, mais également pour les femmes et les hommes, pour les décideurs et pour les responsables, les bénéficiaires et les dispensateurs de soins. Le contexte scolaire des jeunes dans la communauté, la fréquentation, l'environnement, la sécurité pour les filles et les garçons, le droit à l'éducation pour la fille et le garçon, les services de SSR qui sont offerts dans les milieux, dans les établissements, dans la communauté. Et en cas de besoin, donc on allait pour voir s'il y a un choc post-traumatique pour analyser la possibilité de situations de violence sexuelle dans les différents milieux, dans la communauté, dans les écoles. On essayait de voir aussi les barrières aux filles, la participation des bénéficiaires à des activités visant l'égalité des genres dans la communauté, la perception de soi, ainsi que les considérations économiques que les adolescentes et les adolescents pouvaient vivre. Donc, à travers une couverture assez large pour ces différents faits sur lesquels doit porter l'analyse de la situation, on est actuellement en train d'analyser les données pour ressortir les priorités sur lesquelles les interventions pourraient être réorientées ou développées en cas de nécessité. Merci. Francine qui va continuer avec le deuxième tour des questions. Je voulais juste excuser le professeur Serigne Mor Mbaye qui aussi était partie prenante de ce panel et qui malheureusement pour des raisons techniques n'a pas pu se joindre à nous. Nous avons espéré qu'avant la clôture, enfin boucler ce premier round, qu'il pourrait peut-être se joindre à nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il s'en excuse et nous aussi. Francine, pour ne plus tarder, merci de prendre le relais. Merci beaucoup, Ramata. Bonjour tout le monde. Donc, avant de continuer avec la deuxième série de questions, j'aimerais inviter notre audience à poser des questions dans l'espace clavardage et nous allons revenir sur ces questions et échanger un peu plus tard dans le panel. Donc, pour la deuxième série de questions, encore une fois, les panélistes ont 4 minutes, chacun et chacune. Et nous allons continuer, si vous permettez. Je vais commencer avec Dr. Emina. Donc, est-ce que, Dr. Emina, pouvez-vous nous parler comment la connaissance des déterminants sociaux de la violence sexiste et du mariage d'enfants peut-elle contribuer à améliorer la santé de la reproduction dans les contextes de fragilité sécuritaire et par exemple en République démocratique du Congo? Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Francine, pour cette question pertinente. C'est ça même la motivation, le rationnel de cette étude. En fait, comme nous le savons tous, le mariage précoce, je vais commencer par là, le mariage précoce expose les jeunes filles à une longue période, l'exposition à une longue période de la procréation. Donc, ils vont commencer la procréation dans un contexte où la pratique contraceptive est faible. Ils vont commencer la procréation très tôt et ça va durer jusqu'à peut-être 50 ans. Ça va prendre 35 ans peut-être de vie de procréation. Alors qu'une autre fille qui est mariée à l'âge de 25 ans, la période d'exposition ne sera que de 25 ans ou parfois moins que ça. Alors, cette exposition-là est à la base parfois, est accompagnée, est associée avec certains problèmes de santé sexuelle et reproductive. Notamment, les grossesses précoces et les maternités précoces sont à la base de problèmes de santé des enfants et de santé maternelle. Il y a la mortalité néonatale, il y a la mortalité maternelle, il y a la morbidité qui peuvent être des conséquences. La deuxième chose, c'est le mariage des enfants constitue une barrière à l'épanouissement de jeunes filles et de la femme. Barrière puisque ces jeunes filles ratent les opportunités dans le domaine de l'éducation et de l'emploi. Et cela les expose à une inaccessibilité aux soins de santé sexuelle et reproductive par rapport aux femmes qui vivent dans de bonnes conditions. Et en dehors de ça, les violences, si nous prenons, donc il y a l'éducation, il y a l'emploi, il y a l'entretien du cycle de pauvreté. Donc le mariage des enfants expose ces filles qui commencent à la procréation très tôt à continuer à procréer sans éducation, sans emploi et avec des problèmes de santé, puisque ça peut s'accompagner avec même l'insécurité alimentaire, parmi les conséquences, problèmes de santé pour elles et pour les enfants, et ça va entretenir un cycle de pauvreté. Alors, la même chose avec les violences sexistes et sexuelles, qui exposent les jeunes filles aux maladies sexuellement transmissibles, qui exposent les jeunes filles donc problèmes de dignité et des droits humains, c'est très capital, et ça pose des problèmes de santé mentale. Et la santé mentale, on étudie moins. Mais si on peut analyser la santé mentale de jeunes filles et de jeunes femmes dans nos pays où il y a l'insécurité, qui est globale, les gens ne voient que l'insécurité physique liée à la guerre, mais l'insécurité en RDC, elle est globale. Il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité économique, la pauvreté, il y a l'insécurité communautaire, puisqu'il y a certaines pratiques qui sont néfastes aux jeunes femmes. Il y a l'insécurité climatique ou environnementale, il y a plusieurs, elle est vraiment globale. Donc, il y a l'effet de cette insécurité-là sur le mental. Et la violence sexuelle va exacerber cette situation et ça va poser plusieurs problèmes sur la santé sexuelle et reproductive. Ces genres de jeunes femmes ont parfois des problèmes de problèmes même de se retrouver dans la société, de s'épanouir. Et l'autonomie posera problème, la question de genre va poser problème. Bref, si nous comprenons avec beaucoup plus de précision, nous allons bien orienter les interventions et les politiques. Et nous allons nous attaquer aux problèmes à la source. On va savoir, puisque les analyses préliminaires que nous avons effectuées ont montré que l'éducation, par exemple, est la principale variable qui détermine le mariage précoce. Ensuite, les autres facteurs tels que la province de résidence, la pauvreté du ménage viennent se greffer. Mais la variable principale, c'est l'éducation. L'accès à l'éducation secondaire va diminuer, en lui seul, va diminuer le problème de mariage sexuel peut-être de 20 à 30 avant d'avoir d'autres interventions. Voilà pourquoi cette étude est capitale et elle fournit aussi des informations. On pose la question à la jeune fille si elle connaît
l'endroit où on peut reporter, donc signaler les abus sexuels et autres. Si la fille ne connaît pas, il y avait une liste qu'on pouvait donner aux jeunes femmes pour savoir qu'elles peuvent aller à la police ou dans une ONG pour rapporter. Voilà en résumé comment cette étude va être utile pour améliorer la santé sexuelle et reproductive, non seulement de la jeune fille d'aujourd'hui, mais de la femme de demain qu'elle va devenir si elle est en bonne santé, et de la communauté aussi. Merci beaucoup. Merci, Dr. Emina. Et en parlant des déterminants sociaux de la santé, il faut aussi considérer l'épanouissement des adolescents et des adolescentes. Et sur ce sujet, je vais me tourner vers Dr. Hatem. Et docteur, pouvez-vous nous parler comment faire de la recherche en levier pour promouvoir l'épanouissement des adolescents et des adolescentes dans leur diversité ou aussi dans leur contexte, y compris le contexte de fragilité sécuritaire? Merci. Merci. Alors, pour promouvoir l'épanouissement des adolescentes dans leur diversité, faisant face au contexte fragile, la recherche bien ciblée doit apporter l'éclairage précis sur ce que vivent les adolescentes en matière de droits et santé reproductive, tel qu'on l'a mentionné précédemment. Ce qui arrive sur le terrain, c'est que quand on fait face à une collecte de données assez dense, assez vaste, comme on vient de le mentionner, pour couvrir tous les concepts à couvrir, pour avoir un tableau global, on peut être noyé avec les données et on peut nous reprocher à vous, les chercheurs, vous êtes trop théoriciens, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces tableaux, un rapport d'un pouce d'épaisseur, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le fait est que les gens sont pris dans l'engrenage sur le terrain et les données de la recherche viennent alourdir la tâche. On manque cette partie du travail où on doit analyser ces données-là pour pouvoir dégager l'information qui nous permet d'apporter un changement pour améliorer la vie des personnes, des bénéficiaires de l'étude et des services qu'on est en train de mettre en place. Alors, pour y arriver, il faut que la recherche ait recours à des indicateurs. Dans notre projet, dans Tomaini, par exemple, on a une masse d'indicateurs et on se soucie de comment arriver à collecter les données, comment trouver l'information, comment avoir accès à l'information dans les registres, dans les milieux, parce que souvent, on manque de ces données-là. Alors, comment calculer des indicateurs pour les utiliser devient le cœur du travail, alors que l'étape qui suit pour partir des indicateurs et analyser ce que les indicateurs nous apprennent pour développer des interventions qui amènent le résultat, promouvoir l'épanouissement, c'est une étape très importante à mettre en place. Et on essaie, par exemple, dans notre projet, de revenir sur le terrain pour travailler avec les équipes sur place, à analyser les données, à dégager les priorités pour pouvoir aller à des interventions qui répondent aux besoins tels qu'ils ont été identifiés auprès des populations cibles, en l'occurrence les adolescents. Si on donne un exemple, pour le profil des adolescents, on a plusieurs thèmes qui entrent par rapport aux données précises, mais également dans le cadre des concepts tels que l'égalité des genres, le respect des droits, l'autonomisation de la femme, etc. Comment on le démontre? Si on donne un exemple d'indicateur, disons le pourcentage de femmes de 15 à 19 ans sexuellement actives, jamais mariées et ayant des besoins de contraception non satisfaits. Alors, c'est un indicateur qui mesure l'ampleur des besoins de contraception non satisfaits par cette population-là. Mais ce n'est pas simplement un chiffre, un pourcentage qui vient étoffer un rapport. C'est un indicateur qui indique la mesure dans laquelle les jeunes femmes utilisent des méthodes très efficaces. Il donne une idée sur des attitudes à l'égard des méthodes modernes par rapport aux traditionnelles, pouvant indiquer un besoin de sensibilisation à l'efficacité, à l'innocuité des différentes méthodes. Il peut souligner un besoin d'amélioration des services contraceptifs modernes et d'une plus grande disponibilité de méthodes. Donc, ça donne vraiment un chiffre, un pourcentage. Il peut donner plusieurs indications sur le vécu d'une population. Au plan organisationnel, cet indicateur aide les prestataires à comprendre le niveau de besoin en services de santé. Il révèle les lacunes en matière d'accès à des services contraceptifs de qualité. Il fournit une information factuelle critique à l'appui de l'argument pour un financement accru de l'achat de dispositifs contraceptifs et l'apport de services favorables aux jeunes. Il établit le lien avec d'autres indicateurs comme le pourcentage de naissances non planifiées parmi les femmes de 15 à 19 ans pour montrer les conséquences des besoins non satisfaits. D'où l'importance d'avoir des données le plus réelles possible et trouver les sources pour créer les données qui nous permettent d'avoir les indicateurs. Alors, pour cela, par la recherche, il est nécessaire de passer en revue des problèmes et défis urgents, en plus de combler les lacunes dans la connaissance. Il existe
souvent, on dit un manque de connaissances relatives aux droits sexuels, aux services et aux droits en santé reproductive pour les adolescents, à la contraception, le manque d'apport et de diffusion d'une éducation exacte et complète à la sexualité, un manque de participation des jeunes, des écarts entre les politiques et les prestations de services. On a des données manquantes par rapport à des groupes sous-représentés, par exemple les jeunes hommes, les LGBTQ, les jeunes adolescents de 10 à 14 ans, les jeunes défavorisés, les femmes célibataires. On a besoin de plus d'informations sur les problèmes tels que différentes formes d'activité sexuelle, l'accès à l'information aux services, l'obtention d'éducation et de services, la connaissance et la conscience, etc. Des lacunes des données existent à partir des études d'épidémiologie sur la sexualité pour l'obtention d'éducation et de services, les directives nationales qui régissent la prestation d'une éducation à la sexualité, les jeunes qui bénéficient ou non de l'éducation sexuelle prescrite dans l'école, les aspects du programme national qui sont enseignés ou non enseignés, les sources d'éducation à la sexualité, la place des parents, les pères, les organisations communautaires, les prestataires de soins, etc. On a besoin d'informations sur les lacunes par rapport aux droits sexuels et leur application par rapport au mariage forcé, aux violences conjugales et maltraitance, à la discrimination, etc. Tant de thèmes qui ont été même mentionnés par mes collègues. Alors, on a besoin d'une information approfondie et nécessaire sur les problèmes qui sont cités, tels que l'égalité du genre, l'activité sexuelle, le mariage, la maternité, les relations intimes, les attentes sociales, la conduite sexuelle, la violence au genre, etc. Par la recherche-action expérimentale, la recherche participative, on peut avoir des réponses à différentes sortes de questions qui sont insuffisantes pour avoir des interventions qui répondent aux besoins spécifiques à chaque communauté, à chaque société, à chaque pays et pouvoir bénéficier des expériences interpays ou interrégions également. Cependant, en fin de compte, il faut éviter de créer des besoins pour lesquels il n'y a pas de service disponible si on n'est pas capable de les mettre en place. Créer le besoin auprès des adolescents, mais ne pas apporter des services peuvent être source de difficultés. Merci. Merci, Dr. Hatem. Vous avez soulevé plusieurs observations importantes. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir dans l'autre partie du panel sur les questions. Maintenant, je vais me tourner vers Dr. Sawadogo. Pouvez-vous nous parler comment la recherche que vous avez conduite a-t-elle pu contribuer à des changements positifs sur la santé de la reproduction des adolescents et des adolescentes et les aider à lutter contre les violences sexistes? Merci. Oui, merci bien, Francine. Alors, je rappelle juste d'abord qu'il s'agissait en fait comme objectif de faire le diagnostic de la situation, de ce que les jeunes, les adolescents, filles et garçons vivaient comme violences sexuelles dans la province de la Bougouriba et de regarder aussi ce qui se passait en termes de réponse, autant au niveau de la prévention que de la prise en charge des survivants, et justement de relever les insuffisances pour pouvoir proposer un modèle qui soit à la fois intégré, complet, et qui soit inclusif et qui permette vraiment d'avoir une réponse qui soit plus alignée avec le respect de leurs droits sexuels et reproductifs. Alors, ce qui a été fait en termes d'intervention, je parlais tantôt de la façon dont, avec l'approche participative, nous avons eu tous les acteurs qui se sont saisis des résultats de l'étude et qui ont proposé un modèle. Le modèle était articulé en 3 axes principaux. Il y avait un premier axe qui était celui de la mise en œuvre d'activités de mobilisation sociale et de communication. Le deuxième consistait à produire un algorithme du circuit de prise en charge des violences sexuelles dans la province. Et ça, c'était après avoir justement analysé toutes les insuffisances de ce qui se passait en termes de réponse jusqu'à ce moment-là. Et le troisième axe, c'était la mise en place d'un comité permanent de veille et de réponse sur les violences sexuelles dans la province. Et pour donner un peu plus de détails par rapport aux activités de mobilisation sociale, je vais peut-être citer quelques activités qui, dès leur mise en œuvre, en tout cas, ont eu beaucoup d'écho dans la province et qui ont été même prises comme modèle par d'autres acteurs du monde communautaire qui les ont répliquées dans d'autres contextes. Il y avait notamment l'instauration
de dialogue entre parents et enfants, des séances d'échange qui réunissaient des adolescents des deux sexes, des parents des deux sexes, pour parler justement des facteurs de risque de violences sexuelles, de comment est-ce qu'on pouvait mieux protéger les filles et les garçons contre ces violences-là, de ce qui se passait au niveau des familles, parce que les résultats ont montré que les auteurs des violences, dans une grande proportion, faisaient partie de l'entourage immédiat des adolescents et surtout des adolescentes. Voilà, donc il y avait tout le dialogue par petits groupes, mais qui a eu un grand impact parce que c'était innovant et ça a permis aux deux groupes justement dont on parle, à propos desquels on parle souvent des déficits de communication, ça a permis de voir une approche innovante qui pouvait aider à résoudre ces déficits-là. Il y a eu également les activités de communication dirigées spécifiquement vers les garçons. Parce qu'on sait que justement, un des facteurs favorisants de ces violences sexuelles, c'est la masculinité toxique, qui est alimentée par certaines normes très restrictives envers les filles, qui ont tendance à stigmatiser les survivants de violences sexuelles, à les culpabiliser, tandis que les auteurs sont peut-être pas encouragés, mais excusés, et finalement, on n'arrive pas à résoudre le problème. Donc, il y a eu un certain nombre d'activités vraiment dirigées vers les garçons pour faire la promotion de la masculinité positive, essayer de déconstruire un certain nombre de normes. Donc, même si on sait que ce sont des choses qui prennent du temps, ce sont des activités qui ont fait tache d'huile et qui ont eu de premiers retours très positifs de la part des parties prenantes dans la province. Le deuxième élément clé de l'intervention, ça a été le fait de produire, comme je disais, l'algorithme du circuit de prise en charge de façon à pouvoir intégrer tous les acteurs et faire en sorte qu'on puisse profiter des spécificités et des compétences de chacun des acteurs. Et ça a essentiellement permis de mettre les communautés au milieu de la réponse quand il y avait des cas de violence sexuelle et spécifiquement pour les viols. Alors que la recherche a montré qu'on avait comme deux formes parallèles de gestion de ces cas-là, à savoir une forme de gestion plutôt familiale, communautaire, qui avait tendance à aller vers une résolution des cas de viol à l'amiable, ce qui faisait que la victime n'était pas complètement prise en charge. Il y avait une sorte de tabou à reparler du problème une fois qu'il avait été, disons, résolu par les familles. Et un autre circuit totalement parfois distinct de ce circuit-là, à savoir le circuit officiel avec les structures publiques de prise en charge, à savoir les structures de santé, les structures du ministère de l'Action sociale et tout. Donc, ça a permis un peu de résoudre ce problème-là. Et le troisième, c'est le fait d'avoir un comité intégré qui fasse la surveillance et la veille sur les violences sexuelles. OK, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Dr. Sawadogo, pour ces aspects très pertinents. Je vais maintenant me tourner vers... So, Fabienne, could you please tell us about the impact your research project had on adolescent school? Alors, quels ont été les impacts que vous avez pu voir sur les écoles et dans les écoles, je dirais? Alors, je ne vois pas Fabienne à ce stade. Est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être. Des soucis techniques. Donc, peut-être ce qu'on peut faire en attendant qu'elle revienne en ligne, je vais inviter nos panélistes à elle est là, notre collègue. Hello, Fabienne. Welcome back. Can you hear us? Yes, now I can hear. Vous entendez à ce stade, Fabienne? Très bien. Et alors, donc, c'est une question pour vous. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact justement sur les écoles en Gambie? Alors, oui. En fait, ce sont des impacts qui sont, comment dirais-je,
pris en considération sur les différents axes, avec l'efficacité de ces aspects. Et en fait, on a eu des changements d'attitude clairs, et ce, globalement. Et ce, on est sorti de la culture du silence, et du coup, voilà exactement ce qu'on a obtenu. Et on a pu construire ces défis en construisant des bonnes pratiques, en particulier sur les mutilations génitales féminines, mais aussi sur tout ce qui était lié à ce thème. Et donc, c'est une recherche qui a eu un impact vraiment important, avec des défis à relever sur le terrain par rapport aux pratiques. Et puis aussi, je pense qu'on a pu améliorer la situation, c'est-à-dire que finalement, on a pu divulguer, disséminer l'information. Donc, certes, au niveau des individus, et en particulier la prise de conscience sur ce qui est fait au niveau de ces violences, la mise en œuvre d'un système de formation, d'éducation, avec la prise de conscience justement de comportements ad hoc et des pratiques, des bonnes pratiques, y compris la contraception, l'abstinence, et puis aussi tout ce qui concerne les infections sexuelles, par exemple. Donc, en fait, ceci a étudié, ceci a contribué à mettre la lumière sur tout cela, au niveau des individus, au niveau de l'aide, du support qui peut être donné dans le cas d'abus sexuels, par exemple. Et donc, du coup, d'être vraiment concret sur le terrain, y compris dans les écoles. Et puis aussi, ça a donné l'opportunité de créer, si vous voulez, de l'information dans les écoles, de divulguer tout cela en donnant plus de pouvoir, forcément, à l'intérieur des écoles, à l'extérieur des écoles, et aussi dans le cadre, justement, de tout ce qui concerne une précision d'information sur tous ces thèmes, avec des catégories spécifiques. Donc, pour chacune de ces catégories, on a pu contribuer à cela. Et puis, c'est l'étude globale qui a joué un rôle crucial au niveau des individus par rapport à tout ce qui se passe et ce qui, disons, est lié à l'enfance aussi. Et donc, tout ce qui concerne les parties du corps, l'anatomie. Vous voyez, donc c'est toute une série d'éducations sur tous ces thèmes-là, spécifiquement. Et c'est une prise de conscience, forcément. Donc, voilà. Bien évidemment, il y avait des manques, souvent, de connaissances sur ces points-là. Et voilà ce que nous avons également contribué à faire. Donc, on a pu, comment dirais-je, grâce à la formation aussi sur les enseignants, sur les professeurs, eh bien, pouvoir justement utiliser ces bonnes pratiques et avoir un impact clair sur les adolescents. Par ailleurs, au niveau du système reproductif, comment ça marche? Une éducation sexuelle pour expliquer cela. Et les individus, en fait, les étudiants, les élèves ont participé à ces programmes pour mieux comprendre quels étaient leurs droits, quelles étaient voilà, leurs opportunités et pour vraiment avoir la possibilité de parler de leurs expériences et voilà, finalement de leur vie, en contribuer à la réduction de cette stigmatisation aussi. Alors, vous voyez, on a développé finalement quelque chose de global, une efficacité et tout ce qui concerne ces thèmes. Et donc, la transformation, y compris, comment dirais-je, au niveau religieux, avec différentes participations. Donc, globalement, c'est une question d'éducation globale dans les communautés. Et nous avons eu cet impact incroyable avec vraiment cette forte incidence sur l'éducation, la formation des individus. Et forcément, du coup, leur prise de décision a pu changer. Et donc, en parlant de ces thèmes, en gérant tous ces aspects de la santé reproductive, etc., mais également les menstruations, le bien-être de chacun, etc., eh bien, ce programme a vraiment contribué à une nouvelle forme d'éducation et de connaissance dans le cadre des communautés. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette explication et pour votre intervention. Et les panélistes à répondre aux questions que nous avons reçues dans l'espace clavardage. Nous avons reçu beaucoup de questions, donc je vais aller rapidement. Et à nos participants, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions dans l'espace clavardage si on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui.
on aura sûrement l'occasion d'enrichir ces conversations une autre fois. Donc, je vais commencer par vous, Fébien. Why has research in the Gambia only been carried out in schools? What about... En fait, qu'en est-il des écoles, donc par rapport à ce que vous disiez, qu'en est-il aussi des autres objectifs dans les écoles? Oui, je pense que en fait, c'est l'éducation qui a lieu dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Parce que si vous voulez, en dehors de l'école, on a un rôle à jouer très important. Parce que en fait, on doit, comment dirais-je, étendre en fait tout cela au niveau des communautés, les mobiliser. Et donc, en dehors de l'école, on a toute une série donc d'épisodes qui ont été justement relatés pour pouvoir parler de cela. Et donc, tout a été mis en communication. Donc, en fait, c'est une approche qualitative et aussi quantitative, forcément, puisque nous avons créé des focus group pour pouvoir discuter de cela en dehors de l'école. Merci beaucoup. Very much. Je vais continuer avec des questions qu'on a reçues dans l'espace clavardage. Je vais poser la question et je vous suggère qu'on va aller une réponse à la fois parce qu'on a beaucoup de questions comme j'ai signalé. La première question, le mariage précoce sont dus à quoi? Est-ce que vos recherches ont trouvé des déterminants qui favorisent cette violence? Quelle est la responsabilité des parents face à ces défis pour les adolescentes? Un volontaire pour la question? Oui, okay. Allez-y, Dr. Amina. Oui, donc il y a plusieurs déterminants, bien que la nature de nos données ne permette pas de mettre en lumière le lien causal, puisque la plupart des données que nous utilisons sont des données transversales. Nous n'avons pas de données longitudinales dans la plupart des études que nous faisons. Alors, mais premier facteur, il y a l'éducation. Les enfants, l'éducation sexuelle en partie aussi. Il y a l'éducation. On a constaté que les enfants qui ne sont pas à l'école sont plus exposés au mariage précoce que les autres. Ça, c'est un. Deux, il y a les facteurs culturels. Je pense que j'ai parlé de l'insécurité culturelle aussi, tantôt. Il y a certaines normes culturelles qui continuent à penser que la femme ou la jeune fille est faite pour le ménage, pour avoir des enfants. Ça expose les jeunes filles au mariage précoce. Troisième facteur, dépendant du contexte, c'est la sexualité précoce et non protégée. Donc, le jeune fille qui, à un certain moment, sont sexuellement actives et à un même moment, ils n'ont pas accès à la contraception. En cas de grossesse, généralement, ça aboutit par un mariage. Donc, il y a la pauvreté des parents qui peut faire aussi que les parents trouvent, s'il y a quelqu'un qui a des moyens, qui peut prendre en charge la fille ou la famille de la jeune femme, donc ils préfèrent faire marier la fille. Donc voilà en résumé, globalement, ce qui est là. Et sans oublier l'insécurité. Merci beaucoup, Dr. Amina. Je suis vraiment désolée, on est à court de temps. Donc, je vais inviter les panélistes à donner des réponses brèves. Désolée encore une fois pour ça. La deuxième question, avez-vous rencontré des difficultés à traduire le concept de genre et comment le concept de genre et ce connexe dans la collecte de données auprès des communautés? Si oui, comment les avez-vous contournés? Oui, okay. S'il vous plaît. Je vais me lancer. Oui, merci. Nous, quand on était dans le processus de préparation de l'étude pour aller sur le terrain, nous avons commencé par une session de formation des enquêteurs. Donc, dans le pré-test même, nous leur avons déjà demandé à savoir quelle est leur définition du genre. Dans les travaux par après, on leur a expliqué ce que c'est et on leur a expliqué comment le genre peut être dans certaines cultures seulement
fille-garçon ou homme-femme, mais le concept de genre est beaucoup plus large à travers le monde. Actuellement, il y a beaucoup de points là-dessus. Comment utiliser le terme? C'est toujours pas évident parce que surtout quand on doit l'utiliser dans un langage local, dans un vocabulaire autre que celui avec lequel on a développé l'outil, français ou anglais, le traduire dans le langage local est des fois plus difficile, on le sait. Mais on essaie de faire de notre mieux pour expliquer, pour donner des exemples et permettre aux enquêteurs aussi de donner des exemples, mais il n'y a rien de garanti à 100%. Donc, il faut être transparent par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Dr. Sawadogo, la dernière question vous revient. Y a-t-il eu une prise en compte de facteurs potentiellement aggravants dans l'une de vos études comme les crises de sécurité ou l'insécurité climatique? Il serait intéressant de déterminer et de quantifier les impacts réels de cause à effet de ces types de facteurs sur la santé de la reproduction des adolescentes et aussi dans les différentes régions des pays où vous travaillez, dans votre cas au Burkina Faso. Oui, merci Francine. Bon, je le prends comme à la fois un commentaire et une question. Et je dirais que je suis entièrement d'accord avec le fait de travailler à prendre en compte justement les crises de divers ordres qu'on peut avoir dans les contextes dans lesquels on travaille. Parce que justement, quand il y a crise, ce sont les plus défavorisés qui se retrouvent encore moins pris en compte dans la résolution des problèmes de santé reproductive. Donc, entièrement d'accord pour cela. Maintenant, par rapport à notre étude dans la province de la Bogouriba, ce que je peux mentionner comme situation de crise qui a été vraiment importante au moment de la réalisation de la recherche, c'était l'insécurité, le terrorisme, qui touchait quand même la région dans une certaine mesure et qui faisait que pour certaines activités, il y a certaines zones qui n'étaient plus aussi accessibles qu'au début. Et donc, il a fallu s'adapter. Mais je dois dire que trouver une façon de toucher malgré tout les adolescents, les personnes qui pourraient avoir besoin de bénéficier de l'intervention dans ces zones-là, ça doit d'abord venir, et c'est même plus efficace quand cela vient des communautés qui savent comment trouver des ressources endogènes, des canaux endogènes pour toucher malgré tout ceux qui sont inaccessibles par d'autres personnes. C'est ce que je peux dire de façon globale. Merci. Parfait, mais merci beaucoup. Je saisis cette occasion pour remercier l'audience pour ces questions. Et encore une fois, on a dû couper court à cette partie à faute de temps. Et un grand merci à nos panélistes également pour ces observations très pertinentes et importantes. Je vais maintenant passer la parole à Dr. Ingabire, la directrice régionale du bureau du CRDI au Sénégal. À toi la parole. Je pense qu'il y a une toute dernière question que nous voudrions. Nous ne voulons pas lâcher tout de suite nos panélistes. Nous avons besoin toujours un peu de puiser dans leur mare de connaissances et de insight. Donc, une toute dernière question, honnêtement, en 30 secondes. Quel est le message clé que vous voulez vraiment partager aujourd'hui sur la base de ce que nous avons entendu et aussi de votre expérience et expertise à ces valeureux participants que nous remercions vraiment pour leur engagement? Un message. Oui, on parle de la recherche et la recherche n'a pas nécessairement une bonne presse dans certains milieux et on ne voit pas sa place par rapport à l'amélioration des interventions. Donc, c'est simplement le message, travailler conjointement entre intervenants et chercheurs peut être bénéfique pour les populations, particulièrement pour les adolescents où les données sont lacunaires. Merci. Merci beaucoup, Dr. Marie. Jacques? Oui,
J'ai dit il faut un dialogue entre chercheurs, politiques, décideurs, ainsi que les organisations de mise en œuvre de programmes pour des programmes efficaces et améliorer le bien-être non seulement des jeunes, mais aussi de la population. Merci beaucoup, très pertinent. Nathalie? Oui, je crois que les collègues ont déjà dit l'essentiel. Je vais juste ajouter que grâce à cette synergie, ces échanges-là, on pourra arriver à faire avancer les choses parce qu'on va mieux partager les résultats de recherche pour qu'ils puissent être utilisés, mieux orienter les actions grâce aux données et trouver ensemble des stratégies pertinentes selon les contextes et selon les publics pour réellement avoir un progrès dans le respect des droits sexuels et reproductifs des adolescents. Merci. Last but not least, Fabienne, could you share just in 30 seconds? Et enfin, Fabienne, voudriez-vous partager quelques observations avec nos participants? Merci beaucoup pour notre étude. Je voudrais rajouter une chose. Je voudrais ajouter que toutes les recherches devraient être étendues à d'autres régions. Donc, je veux que ce soit encore plus élargi pour pouvoir toucher le plus de populations possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous nos panélistes et à toutes nos panélistes. Nous avons manqué Serigne Mor Mbaye, mais certainement c'est partie remise. Sur ce, je donne la parole à notre directrice régionale, Dr Marie-Glorieuse Ignabire, pour ses mots de clôture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ramata. Alors, que nous concluons ce second webinaire sur la santé de la reproduction et sur la violence basée sur le genre en Afrique centrale et de l'Ouest. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude à tous les participants et particulièrement à nos éminents panélistes pour vos contributions de qualité au débat d'aujourd'hui. Alors, les discussions d'aujourd'hui ont mis en évidence le rôle de la recherche. On a parlé de l'utilisation des méthodes mixtes. Ceci pour permettre d'identifier les besoins et les enjeux et pouvoir apporter des solutions efficaces qui tiennent compte du contexte local pour une meilleure santé de la reproduction des adolescentes. Alors, ces discussions ont réitéré l'importance et l'engagement collectif, l'approche participative, plusieurs de nos panélistes sont revenus là-dessus, qui vise à apporter des changements sociaux positifs qui se font à travers ces collaborations effectives entre les différentes parties prenantes à tous les niveaux, y compris les communautés, les gouvernements, la société civile, les chercheurs et les partenaires internationaux. Alors, tirons parti de cette dynamique de collaboration qui est très fructueuse pour faire avancer la recherche, les politiques, les actions qui renforcent l'autonomisation des adolescentes, des adolescents et de nos communautés en Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, comme l'a mentionné au début de cette séance mon collègue Montasso Kamal, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires. C'est un deuxième. Alors, à la suite de celui d'aujourd'hui, nous allons aussi avoir un troisième webinaire qui va être organisé très prochainement. Donc, à la suite déjà de celui d'aujourd'hui où on a parlé de quelques pistes de solutions avec les différentes interventions partagées par nos panélistes, nous allons donc dans le troisième webinaire regarder beaucoup plus les solutions durables pour faire progresser la santé de la reproduction des filles et des femmes dans la région, dans l'Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, on va pouvoir, durant ce troisième et dernier webinaire de la série, synthétiser les enseignements des sessions précédentes et susciter un dialogue entre les chercheurs et les décideurs
et formuler des recommandations concrètes pour améliorer la santé de la reproduction, tout en même temps lutter contre les violences basées sur le genre. Alors, restez à l'écoute, une annonce sera faite prochainement. Alors, au nom de mes collègues du CRDI et des NELIS et de tous les partenaires, je tiens à vous remercier pour votre participation. Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès significatifs, durables, pour une meilleure santé de la reproduction des filles et des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne fin de journée, dépendamment où vous vous trouvez. Alors, à très bientôt et merci encore.